Salut YouTube, je te prends un petit peu avant la vidéo parce que je voulais quand même te faire un petit disclaimer. J'espère que tu vas bien et je pense que si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que ça va pas top top. Et du coup, si c'est trop pour toi d'entendre parler d'hémétophobie et de tout ce que ça implique, euh, je vais pas utiliser le mot maudit en tant qu'hémétophobe. Mais si c'est trop pour toi d'entendre parler d'hémétophobie et que les implications sont trop grandes, alors je te fais des gros bisous. Et je te mettrai des liens de chaînes YouTube qui m'ont fait beaucoup de bien dans les moments où j'étais comme toi dans la description. Mais par contre, si tu sens que tu as besoin d'entendre parler d'hémétophobie, que tu as besoin d'avoir un lieu où on est enfin pris en compte, benvenido en la casa. Bisous. En 2026, la Terre s'est réchauffée de 1,2 degré. Les océans, eux, ont absorbé 90% de cette chaleur. Les conflits armés sont au plus haut depuis les années 40 et les dépenses militaires battent des records. De plus en plus de gens veulent voter pour un parti historiquement SS. T'es angoissé là? C'est normal. Un quart des personnes prennent ou prendront un jour dans leur vie des antidépresseurs. Et 4,4% des gens, comme moi, et peut-être comme toi, souffrent ou souffriront un jour dans leur vie de troubles anxieux, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, je viens de parler de mon trouble anxieux. Je souffre d'hémétophobie. C'est la peur irrationnelle de vomir. C'est la seule fois où j'emploierai ce mot dans cette vidéo. À la place, j'emploierai le mot V, la lettre V, parce que personnellement, et pour beaucoup d'hémétophobes c'est comme ça, rien que l'idée d'entendre ou de dire ce mot, c'est très très compliqué. Donc je choisis aujourd'hui de complètement l'évincer de cette vidéo. On a une peur irrationnelle de V, mais pas seulement. On a une peur aussi pêle-mêle de la gastro, de la nausée, de l'hiver, de l'idée d'avoir la nausée, de quelqu'un qui nous dirait qu'il se sent pas très bien, peu importe ce qu'il a. On a peur des fêtes, de l'alcool, des personnes alcoolisées, de la nourriture, des bars, des restaurants. On a peur des endroits clos, on a peur des endroits où il n'y a pas de toilettes, on a peur des toilettes publiques, on a peur de la vie. Et en fait, toutes ces situations-là, elles arrivent très très souvent. Et c'est ça qui est le plus handicapant dans cette phobie, c'est que l'élément phobogène se situe partout. L'élément phobogène, c'est l'élément qui te donne de la phobie, qui te donne peur. Sauf que, en effet, c'est complètement irrationnel parce que nous sommes des humains et en tant que produit d'une évolution très développée, nos ancêtres ont potentiellement dû V lorsqu'ils ont mangé quelque chose de pas très sain ou alors lorsqu'ils ont attrapé un virus et ainsi ils ont été obligés de V et c'est ce pourquoi on est là, c'est parce que sinon ils en seraient morts. C'est aussi pour ça que ça peut arriver à tous les humains. C'est par ce biais que c'est la chose la plus effrayante pour nous. C'est le fait que personne n'est à l'abri. Aucun mammifère n'est à l'abri. Et beaucoup d'hémétophobes te diront « Je préférerais mourir avant la prochaine fois où ça devait m'arriver. » Et ce, alors qu'on ne souffre pas forcément de dépression en tant qu'hémétophobe. C'est une maladie qui fait partie des troubles anxieux et plus particulièrement des phobies spécifiques. C'est beaucoup plus fréquent qu'il n'y paraît et beaucoup ne connaissent pas le nom de l'hémétophobie. Souvent, quand j'en parle, on me dit Ah, mais c'est la peur du sang, ça, en parlant de l'hématophobie, qui est, elle, la peur du sang, il est vrai. Mais là, on parle d'hémétophobie. Et quand je l'explique, quand j'explique ce que c'est, on me rétorque Ah, mais c'est pas une phobie, ça. Personne n'aime V. D'ailleurs, moi non plus, j'aime pas V. Ou bien Ah, moi aussi, j'aime tellement pas V. Ou
Ah! Moi aussi quand je vois que quelqu'un V, bah, je vais aussi. Ce qui est horrible pour une personne hémétophobe parce que ça veut dire que cette personne-là est suffisamment sensible de l'estomac pour V à la moindre, des contrariétés. Tout ça pour montrer la méconnaissance brute de ce que c'est que cette phobie, de ce que c'est que cette maladie parce que au-delà d'être, inconfortable, au-delà d'être handicapante, c'est une vraie maladie qui peut vraiment amener à des extrêmes dont je te parlerai après. Je te disais tout à l'heure que c'est un trouble anxieux, mais plus précisément une phobie spécifique. Phobie spécifique, c'est quelque chose qui va aller, c'est une phobie qui va aller sur un point phobogène et un seul point phobogène. Ça va pas être une phobie scolaire, par exemple. Ça va être un petit peu comme l'agoraphobie, la peur de quelque chose de précis et de centralisé, mais qui bave sur tout un tas de situations. La phobie spécifique, elle donne consciemment ou inconsciemment des situations d'évitement euh, de l'objet phobogène ou des situations phobogènes. La phobie spécifique, on va l'éviter euh, systématiquement. Quand je dis systématiquement, c'est on va organiser un système autour de la phobie, autour de la peur de quelque chose. On va être systématiquement euh, dans ce recul face à la chose. C'est-à-dire, par exemple, que si on doit aller à une soirée où il y aura beaucoup d'alcool, ben, soit on n'ira pas, soit on va y aller et on va partir à 21h. Pas parce que les gens nous embêtent, pas parce que on n'aime pas la soirée, mais parce que il est impossible pour nous de rester sans faire une crise d'angoisse. Et du coup, ça va nous couper du monde complètement. Parce que on va être systématiquement en retrait, on va avoir peur systématiquement de toute chose et de tout le monde. Tout le monde va nous effrayer, tout le monde va... euh, même si les gens font attention, eh ben, on va quand même être trigger tout le temps. La plupart du temps, on va être trigger. Et c'est très inconfortable, mine de rien. Le système dont je te parlais tout à l'heure, qu'on met en place en tant que phobique, en tant que personne phobique, c'est l'anticipation. On anticipe le problème. Et c'est de là d'où tout vient, parce que même si on sait qu'il n'y a pas de danger, le cerveau va en créer un et on va passer à la flèche suivante qui est l'évitement. Donc on va éviter toutes les situations où ça peut nous arriver. Et le pire de tout, c'est le renforcement. Parce qu'on va se dire, c'est bien, t'as bien fait ton job, t'y es pas allé et t'as pas eu de soucis. Et t'as pas de gastro, t'es pas malade, t'as vu personne de malade, t'as pas fait de crise d'angoisse. Avant ce prochain point, je voulais simplement dire que personnellement, je ne suis personne. Je suis juste libraire et phobique, mais je n'ai fait aucune étude de psychologie ou de psychiatrie. Je ne suis rien du tout. Toutes les sources que j'ai, tout ce que je connais, c'est parce que j'ai lu le DSM-5, qui est l'ouvrage de référence en psychologie et psychiatrie, et j'ai lu des sites que je te mettrai en description parce qu'ils sont super intéressants. C'est tout ce que je sais. Et je fais ce petit laïus parce que je vais te parler du diagnostic, de comment on diagnostique les métophobies ou une phobie spécifique. Et ouais, je voulais juste que tu sois au courant que j'ai absolument pas la science infuse, que je peux carrément faire des erreurs. D'ailleurs, je t'invite
Si tu vois des erreurs, je t'invite à me les donner en description parce que pas en description, en commentaire. Je t'invite à me les donner en commentaire, si jamais parce que, déjà ça fait toujours, plaisir d'apprendre une nouvelle chose et puis surtout si, je les épinglerai tes commentaires, qui me corrigent, je les épinglerai et comme ça les gens pourront voir les corrections, à la vidéo et c'est super important d'avoir les informations hyper exactes quand on parle de médecine. Pour faire un diagnostic, de la phobie, on on a 3 piliers qui sont centraux, heu et auxquels vont se greffer, tout un tas de petits trucs. Mais on a 3 piliers centraux. Il faut que un, la peur soit irrationnelle. Heu, c'est une peur qui n'a aucun sens. Si je prends la peur du vide, elle a un sens, elle est fondée. C'est normal que en tant qu'humain, en tant que personne mortelle, c'est normal qu'on ait peur du vide. Parce que la peur, c'est quelque chose qui va nous protéger de quelque chose. Là, la peur, elle n'a pas de fondement, elle n'est pas rationnelle, elle va pas, nous protéger de quoi que ce soit. On n'est pas protégé du moment qu'on évite de faire les choses qui nous lieraient à notre objet phobogène. Il faut que la peur, elle soit constante, qu'on se lève pas un matin en se disant: «Ah aujourd'hui je vais avoir peur de ça». Déjà, ça n'existe pas, il y a aucune maladie où ça existe ça. Mais il faut aussi que, comme je te prenais la peur du vide tout à l'heure, il faut aussi qu'elle soit en tout temps, en tout lieu et dans tous les moments de la vie, cette peur. J'entends par là qu'elle est on va en avoir peur même quand l'objet phobogène n'est pas là. Tu veux bien regarder dans le retour? Me Ouais. dire que je suis bien cadrée? De ce que j'ai vu, oui. Ouais, c'est nickel. Et troisième point, le sujet a un recul sur la peur. C'est comme ça qu'on évite des erreurs bêtes qui confondent la bipolarité, par exemple, avec de la phobie. Et on en arrive à mon dernier point en ce qui concerne la définition de la phobie, c'est la fabrique de la phobie. Comment est-ce qu'on passe d'une peur à une phobie, à une réelle phobie? Comment est-ce qu'une peur devient problématique? Et pour ça, il faut que je te parle de l'expérience du petit Albert. On est en 1920 dans un laboratoire avec Rosalie Rayner et John B. Watson. Non, pas ce Watson-là. Qui sont tous les deux psychologues en comportementalisme et ils invitent le petit Albert, 9 mois, à réaliser une expérience sur la phobie. Le petit Albert va rester quelques semaines dans ce laboratoire et on va lui présenter des rats blancs qui sont pour lui tout à fait neutres, qui sont tout à fait... ils ne présentent aucune crainte à la vue des rats blancs. Et petit à petit, en même temps qu'on lui présentera ces rats, on va créer un bruit fort et strident qui vont faire chuter une fois le petit Albert et il va en pleurer. Expérience relativement horrible, mais plutôt anodine si elle est réalisée une fois. Le phénomène va se répéter jusqu'à ce que, rien qu'à la vue des rats blancs, Albert se mette à pleurer, et à pleurer d'effroi. Puis, ça s'est étendu à tout ce qui avait une fourrure blanche. On lui a montré des chatons blancs, il en a eu peur. Puis on lui a montré le Père Noël, ou un déguisement de Père Noël, et là aussi, il a eu peur de sa barbe blanche. Cette expérience très réjouissante s'est soldée par la conséquence d'un enfant qui quitte un laboratoire avec une phobie qui n'a absolument pas été réglée par les deux psychologues. Et les années ont passé et on a essayé de retrouver ce petit Albert. Et en 2010,
donc 1920-2010. En 2010, on retrouve les descendants de la famille du petit Albert et on leur demande si ils ont eu des nouvelles de ce vieux monsieur maintenant, parce qu'en 2010, il aurait dû avoir 90 ans. Et on lui a dit que le petit Albert était décédé à ses 6 ans des suites d'une méningite. Donc on saura jamais si cette phobie a perduré dans le temps, mais il subsiste que ça fait partie des expériences abominables faites par des médecins, faites par des psychologues. Les psychologues ne sont pas des médecins. Bien que très très chouette, hein, la psychologie c'est hyper top, mais ça ne fait pas partie de la médecine. Et cette expérience du petit Albert nous explique que finalement, un traumatisme peut créer une phobie, évidemment, et que avec un élément traumatique, le cerveau va créer une phobie sur un élément qui accompagne cet événement traumatique. Si on a la phobie des rats, c'est pas forcément parce que les rats sont dangereux, mais parce que à côté des rats, il y a potentiellement eu un traumatisme. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas filmé le moment où je te parlais de la désensibilisation, à savoir la deuxième partie de comment on fabrique une phobie. Et en fait, il s'agit tout simplement du cerveau qui, au bout d'un moment, en temps normal, il va s'accommoder à la peur et il va faire en sorte qu'elle ne soit plus présente et il s'habitue en fait. Ce qu'on appelle l'accommodation, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Un peu comme pour une allergie si tu veux. Un enfant, quand il est petit, il a peur du noir parce que on ne sait pas ce qui peut se passer autour. Et petit à petit, on se rend compte qu'il n'y a plus de danger et on n'a plus peur du noir. Pire même, on ne peut plus dormir avec la lumière allumée. C'est comme ça la plupart du temps. Mais pour une phobie, le cerveau, il va pas faire ce travail-là. Et c'est comme ça que la magie opère, c'est que le cerveau, il s'est pas adapté au problème. Il a décidé que non, c'était quelque chose d'effrayant et que c'était quelque chose de dangereux. Et du coup, c'est mort, quoi. Cependant, il serait faux de dire que toutes les phobies se créent avec un traumatisme. Certaines phobies vont se créer d'elles-mêmes ou par héritage ou parce que la vie en a décidé ainsi. Et des fois, à chercher ce qui nous a fait peur et ce pourquoi on en est là, on peut freiner le processus de guérison qui pourrait juste consister dans le fait de dire « Bah oui, j'ai ça et maintenant, on voit vers l'avenir ». Maintenant, et c'est peut-être pour ça que t'es là, je vais te raconter comment moi, je vis mes phobies et mon histoire avec les métophobies. C'est un peu niais dit comme ça, mais c'est les seuls mots que j'ai. On est le lendemain, j'avais plus de batterie. Je te parlais de ma première crise d'angoisse qui a eu lieu quand j'étais toute petite. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Et on était chez mes grands-parents avec ma petite sœur. Et ma petite sœur avait dans la chambre. Et j'ai été paniquée. Et j'ai appelé mes grands-parents. Ils sont venus directement. Et ma grand-mère s'est occupée de ma petite sœur et mon grand-père, lui, il s'est occupé de moi parce qu'il voyait que j'étais complètement paniquée, que je savais plus où me mettre, que je savais plus quoi faire. Et il est resté avec moi toute la nuit à me rassurer parce que j'arrêtais pas de lui dire que ça allait pas, que j'étais sûre que moi aussi j'étais malade, que moi aussi j'allais que
moi aussi, enfin, j'étais persuadée que j'allais moi aussi être malade. Et je te dis que c'est ma première crise d'angoisse, mais c'est même pas sûr que ce soit ma première crise d'angoisse parce que j'étais tellement petite que il est possible que les autres, je m'en souvienne pas. Dans les jours qui ont suivi, j'ai plus voulu manger par peur de V. J'ai plus voulu monter en voiture par peur de V. J'ai plus voulu... Avec le recul, je devais être insupportable. Mais de manière générale, je... j'ai commencé mes stratégies d'évitement à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que mon hémétophobie est devenue réellement active. Du coup, ça commençait à se voir que j'avais un problème. Et à cette époque-là, à l'époque dont je te parle là, je suis née en 2000 et dans les années 2000, on parlait pas du tout de ces problématiques-là, on parlait pas du tout de troubles anxieux. On commençait à parler un petit peu de dépression et encore, mais toute la catégorie des troubles anxieux, on n'en parlait pas du tout parce que c'était des problèmes de personnes privilégiées et c'est bon, fallait pas en faire des caisses non plus. Oui, tout le monde est stressé, tout le monde a, tout le monde a des casseroles, tout le monde a des problèmes. Il y a une différence entre avoir du stress chronique, des problèmes, et avoir un trouble anxieux qui n'est causé par autre chose que par son propre cerveau qui fait n'importe quoi. Du coup, j'ai fait face à énormément de mécompréhension de la part de ma famille, de mes proches. On se moquait de moi souvent. Euh, j'ai... Mes parents ne comprenaient pas du tout cette situation. Ils comprenaient pas que j'ai peur d'être malade. Ils comprenaient pas que j'ai peur de manger. Ils comprenaient pas que j'aille pas bien. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote comme ça. C'est que je pense que j'étais hémétophobe depuis très très longtemps parce que quand ma sœur est arrivée, euh, j'ai plus voulu manger et ma mère a décrété que je faisais une grève de la faim parce que j'étais pas contente que ma sœur soit née. Euh, je suis- J'étais trop petite pour m'en souvenir, mais je suis intimement persuadée, vu tout l'amour que j'ai pour ma sœur, que oui, il est possible que j'étais jalouse euh, de l'arrivée d'une petite fille dans la famille, d'une autre petite fille que moi, mais je suis aussi intimement persuadée que mes troubles du comportement alimentaire à cause de mes angoisses avaient déjà commencé à ce moment-là. Du coup, j'ai fait face à énormément de mécompréhension, donc je t'ai dit, comme je t'ai dit, de la part de mes parents, mais aussi de la part de mes professeurs, de la part de mes camarades de classe. Euh, j'ai pas osé en parler jusqu'à très très tard parce que j'avais honte, parce que on me faisait comprendre que c'était pas légitime comme mal, comme souffrance. C'était pas une souffrance qui était légitime. Et avec le recul, la légitimité de la souffrance, ben, je la supportais déjà bien assez. Et puis les mois ont passé et j'ai commencé à grandir avec. Parce que j'étais une enfant et que euh, c'était pour moi normal d'avoir ce genre de soucis. Tu vois, je parle de genre de soucis. Je te parle de soucis. Alors que c'est pas un souci, c'est juste une maladie, c'est juste un trouble. Mais jusqu'à très récemment, j'ai eu du mal à en parler comme étant un réel problème, un réel trouble. Je parlais d'un petit souci
ou d'une trouille pas possible de V, mais jamais de... Je parlais d'hémétophobie, donc j'ai commencé à grandir avec ce trouble et j'ai commencé à vivre avec. J'ai commencé à avoir mes stratégies d'évitement, à prendre en considération ma frayeur et à la considérer comme quelque chose d'important pour moi parce que c'était innommable de faire ça. Et donc, j'ai commencé à faire attention à tout ce que je mangeais. Je triais dans mon assiette, ce qui était très très mal vu à l'époque encore plus qu'aujourd'hui. Il fallait bien se tenir à table, il fallait être le plus reconnaissant possible vis-à-vis de la nourriture parce que c'était et c'est toujours quelque chose de très précieux, la nourriture, et c'est un fait avéré. La nourriture est quelque chose de très précieux. On a la chance en Europe, en France, enfin moi en tout cas j'ai la chance de manger à ma faim et de réussir à trouver des nutriments là, trouver les meilleurs nutriments possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, il y avait une encore plus grande sacralité de la nourriture qu'aujourd'hui. Et il était très mal vu de faire attention à ce qu'on mangeait, de faire attention à sa nourriture, de trier dans son assiette, d'avoir peur des textures, d'avoir peur d'avoir des triggers sur la nourriture. Il fallait pas que ma nourriture soit trop mixée, trop pâteuse. J'ai jamais aimé la purée. La soupe, il fallait qu'il y ait les morceaux dans mon assiette. C'était très important pour moi. Je sais que pour certaines autres personnes, il faut justement que toutes ces textures mixées soient le plus lisses possible. Pour moi, au contraire, ça me rappelle mon élément phobogène et je peux toujours à l'heure actuelle pas du tout en manger. Donc j'ai commencé à avoir ces problèmes-là vis-à-vis de la nourriture. J'ai commencé à avoir peur de chaque chose qui m'entourait, c'est pas vrai, mais j'avais peur d'aller à l'école parce que les enfants à l'école touchent n'importe quoi, mettent à leur bouche n'importe quoi, parce que ce sont des enfants, mais ça m'effrayait parce qu'ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils faisaient, et du coup, il y avait une possibilité de contamination qui était énorme, et c'est évident qu'un enfant, il a une bien moindre résistance aux maladies que nous. Et du coup, mes camarades de classe, ça leur arrivait très régulièrement de V en salle de classe, dans la cour, dans la cantine. L'école était souillée par les enfants qui V. Et donc ça me faisait très très peur aussi. Donc j'étais le plus en retrait possible par rapport à mes camarades de classe. Donc je n'ai pas eu énormément d'amis quand j'étais petite à cause de ça. Je pouvais pas aller dans un bus scolaire sans être effrayée, sans faire des crises d'angoisse pas possible, sans avoir une boule aux gorges qui m'accompagnait partout où j'allais. Aller en voiture, c'est pareil. Tous les gens qui ont le mal des transports, c'était horrible. Il y a énormément de personnes qui ont le mal des transports et même si c'est pas la majorité des gens, bah ça fait une potentialité de plus que mon élément phobogène arrive. Et puis il y avait les vacances où on allait dans des endroits, on allait dans des chambres d'hôtes, quand on allait dans des hôtels ou à la piscine ou au cinéma ou dans des fêtes foraines, dans des parcs d'attractions. En fait, il y a énormément dans des musées aussi, il y a énormément d'endroits où
je ne pouvais pas aller, ou je ne peux toujours pas aller. Et ça se traduit encore à l'heure actuelle. Je peux toujours pas aller dans des musées alors que j'adorerais ça. Il y a tellement de choses que j'aimerais voir, que j'aimerais faire. Je peux toujours pas aller à des concerts, à des festivals. Je peux toujours pas faire mes courses aux heures de pointe. Ça, c'est pas possible. Je peux toujours pas côtoyer d'enfants. Tout ça, c'est extrêmement difficile pour moi. Manger à l'extérieur, quand j'étais enfant, c'était un enfer. Je me souviens d'une fois euh, où je suis arrivée à un anniversaire d'un de mes copains. J'étais déjà très angoissée à l'idée d'y aller. Et il y avait du coca sur la table. Et chez moi, j'ai grandi dans une famille de médecins. Et le coca, chez moi, on n'en buvait pas parce que c'était très sucré, qu'il fallait faire attention à tout ce qu'on mangeait, tatati tatata. Donc je n'en mangeais pas, je n'en buvais pas. On n'en buvait pas, on n'en avait pas chez nous, à part quand il y avait des gastros. Et donc, quand je suis arrivée et que j'ai vu cette bouteille de coca sur la table de la salle à manger, eh bien, je me suis jetée dans les bras de ma mère et je lui ai dit « Maman, c'est pas possible, je veux pas rester là, je peux pas rester là, il y a quelqu'un qui a la gastro. » Parce que j'étais... Et alors que, en fait, finalement, euh, c'est normal, mais j'étais terrorisée à la vue de cette bouteille de coca sur la table de la cuisine. Ou de la salle à manger, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, voilà. Et donc, j'ai grandi avec cette menace constante. Et donc, comme j'ai grandi, mes centres d'intérêt, ma vie a changé. Et petit à petit, eh bien, il y a eu les premières sorties entre copines, il y a eu les premières soirées pyjama, il y a eu le changement dans les centres d'intérêt, dans les consommations artistiques. Et petit à petit, j'ai rencontré de plus en plus de problématiques parce que dans les consommations culturelles, bah, que ce soit les livres, le cinéma, les séries, eh ben, il y avait de plus en plus de scènes de V et évidemment, j'étais trigger par ça. Et donc, il a fallu que j'apprenne à savoir dans quel moment eh ben, ça pouvait arriver, dans quel moment dans ces consommations littéraires-là, je devais anticiper ça et me cacher les yeux, me boucher les oreilles, ou ne pas consommer cet ouvrage artistique. Et puis, pour les sorties entre copines, eh ben, petit à petit, j'avais plus... je pouvais plus faire confiance dans les sorties parce que on allait aux fêtes foraines, là où il peut arriver tellement de choses avec ma phobie. Les soirées pyjama, où je devais manger chez des gens que je ne connaissais pas, où je ne savais pas comment était faite la nourriture, où je devais dormir dans des draps que je ne savais pas... je ne savais pas ce qui s'était passé dans ces draps-là. Petit à petit, en fait, ça s'est insinué de plus en plus, de mieux en mieux, dans ma vie. Et c'était plus possible de faire confiance dans quoi que ce soit. Et du coup, plus ça allait, plus je me renfermais. Et mon adolescence, ça a été que ça. J'ai jamais été à une soirée avant très très tard dans mon adolescence parce que j'avais très peur. Je savais ce qu'était l'alcool, je savais ce que faisait l'alcool, ce que produisait l'alcool sur les gens. Et je savais qu'à ce moment-là, ça pouvait très facilement arriver qu'une personne levée parce qu'elle avait trop bu. Et donc, évidemment, j'ai
bu quelques verres d'alcool de temps en temps depuis, mais j'ai jamais excédé un verre d'alcool, 2 verres d'alcool maximum dans la soirée. Euh, j'ai jamais excédé ça parce que je savais très bien ce qui pouvait se passer et il était hors de question pour moi de m'exposer à ce genre de choses. Et donc petit à petit, j'ai écarté certaines possibilités de ma vie. Je suis jamais partie en voyage très loin parce que je sais trop bien comment nous sommes, nous les Européens, avec notre système digestif si fragile vis-à-vis des microbes et des agents pathogènes. Et je sais tellement comment ça peut se dérouler euh, de manger comme ça sur le pouce dans une petite street food qui, cela dit, peut être très très sympa, mais où les règles d'hygiène sont pas les mêmes qu'en France. Et donc je suis jamais partie en vacances très loin. Je suis jamais restée en soirée très longtemps. J'ai jamais été comme tout le monde, j'ai jamais vécu comme tout le monde. Et pire que ça, en fait, ma vie tourne autour du V et ma vie tourne autour de ma phobie. Parce que je peux pas faire autrement. Il est impossible pour moi, inconcevable pour moi de faire autrement. Malgré tout, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études et je travaille actuellement en librairie. Et j'ai quand même une vie sociale, j'ai des amis, j'ai euh, ma famille, aussi restreinte soit-elle. J'ai tout ça, mais je me suis jamais pleinement perdu le contrôle. Jamais, jamais, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Ma famille, mes amis m'ont jamais vu lâcher un peu la bride sur les métophobies, aussi proches qu'ils puissent être. Et d'ailleurs, je sais pas comment faire pour lâcher la bride vis-à-vis des métophobies parce que je l'ai jamais fait. Je connais pas la vie en dehors de l'hémétophobie. Ça n'existe pas pour moi. Et il y a quelques années, j'allais vraiment très très mal avec mon hémétophobie. Et donc, j'ai été voir un médecin, un psychiatre, qui m'a prescrit des antidépresseurs. Et je les ai pris pendant quelques années. Et ça m'a un peu anesthésié les crises d'angoisse. Mais par contre, j'ai fait une grave dépression avec des idées très très noires. Et donc, j'ai été conduite à les arrêter parce que j'étais plus en sécurité. Même si j'allais mal, j'étais plus en sécurité sans qu'avec. J'ai essayé plein de molécules. Sur moi, ça n'a pas marché. Sur moi, ça n'a pas fonctionné. Et j'avais plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. Donc, c'était pas utile pour moi. Mais par cela, lorsque je les ai arrêtés il y a quelques mois et mes crises d'angoisse sont revenues. Elles sont revenues plus puissantes et plus sévères que jamais. J'avais jamais eu de crise d'angoisse pareille. Du coup, j'ai j'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de manger pendant 3 mois. Je tournais avec des bouillons où je mettais du curcuma, du gingembre et un bouillon de légumes. Et tout ça dans une tasse comme celle-là. Et c'était ça mes repas pendant plusieurs mois. Je sais pas comment j'ai tenu, je sais pas comment je suis restée. J'ai continué à travailler, j'ai continué à faire ma vie, sauf que je mangeais plus du tout, j'étais assez faible, mais je continuais à vivre ma vie
comme avant. Récemment, ça va un petit peu mieux. Je réussis à remanger, à refaire des trucs, euh, à recuisiner, à manger avec des personnes, ce qui était complètement impossible avant. Euh, je suis absolument pas guérie, mais je fais un cheminement, je fais un travail très long sur moi-même. Je vois des psychologues euh, et je vois des médecins et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui est très sinueux, qui est très vallonné. Il y a des jours où ça va très bien, où je suis très heureuse, où je peux faire ma vie, faire des choses. Et il y a des jours où, à part aller au travail, c'est très très difficile de sortir de chez moi. C'est très très difficile de ne pas rester sur mon canapé, à angoisser, à faire des crises d'angoisse à répétition. Chez moi, les crises d'angoisse, ça se montre par un globus, donc une grosse boule dans la gorge, et le diaphragme complètement comprimé, ce qui fait énormément penser à une nausée, qui n'est pas une réelle nausée, mais qui fait vraiment penser à une nausée. Et, euh, et ma crise d'angoisse, elle tourne en boucle sur le fait que je vais V, que cette fois c'est bon, c'est la bonne, je suis sûre, je vais V et ça va être horrible et je commence à avoir la nausée et voilà. Et ça tourne en boucle comme ça. Et j'ai des sueurs froides, je tremble, je fais des crises de spasmophilie. Euh, mais ce que je sais des crises d'angoisse, si tu traverses ça, c'est que elles montent jamais indéfiniment, que euh, c'est pas parce que tu fais une crise d'angoisse que tu vas V, c'est pas parce que tu as mangé un petit peu quelque chose que tu vas V. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui euh, l'hémétophobie se traduit par beaucoup de TOC. J'en ai pas tant que ça des TOC, moi. J'ai surtout, moi, c'est surtout des troubles du comportement alimentaire. C'est, je fais très attention à tout ce que je mange, à tout ce que je touche, à tout ce que je bois. Et je fais très attention je fais très attention à ce que mes proches font aussi. Je suis une contrôle fric, pas possible. Euh, je contrôle tout ce que fait mon conjoint. Je contrôle tout ce que mange mon conjoint. C'est horrible pour lui à vivre. Euh, Éventuellement, on pourrait faire une vidéo ensemble si je vois que ça peut intéresser quelques personnes. On pourrait en parler ensemble avec lui et il pourrait expliquer comment il vit ça. Parce qu'au quotidien, la personne qui vit avec l'hémétophobie, euh, c'est pas facile non plus pour elle. Et ça peut peut-être être intéressant pour certaines personnes d'avoir des tips, des trucs qu'il a réussi à comprendre au fil du temps. Mais du coup, voilà, c'est pas très joyeux tout ça. Euh, si, si tu te reconnais dans mon témoignage, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire parce que vraiment, on manque énormément de personnes avec qui en parler. C'est super important d'en parler et de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. J'aimerais bien rencontrer d'autres hémétophobes et savoir comment eux le vivent, comment ils font pour, euh, pour lâcher leurs anxiolytiques, pour lâcher leur Vogalène, pour lâcher... Parce que il est vrai que je me balade systématiquement avec un petit pot de gingembre, mon CBD, du Vogalène, un anxiolytique, du Gaviscon, du gel hydroalcoolique, évidemment, euh,
je vais partout où il va falloir que je reste le temps d'un repas, j'y vais forcément avec ma barquette à moi, que moi je me suis préparée. Et j'aimerais bien savoir comment les autres font pour s'en sortir, comment toi tu fais pour t'en sortir si t'es dans ce cas-là. Et comment tu deals avec ça. Moi, j'avoue que j'arrive pas trop à dealer avec ça. Je sais pas trop si cette vidéo servira à quelque chose, mais ça m'intéresserait de savoir si toi, elle t'a servi. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à commenter cette vidéo, à la partager si tu vois que ça peut aider quelqu'un d'autre. N'hésite pas. Je reviendrai très bientôt avec d'autres vidéos. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner aussi. Je parle de livres. Pour l'instant, je parlais que de livres, mais je peux peut-être m'ouvrir à d'autres choses. J'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses, de pas me mettre de limites. J'ai envie éventuellement de faire des vlogs, te montrer ma petite vie, mes petits chats, te montrer comment je deal avec les métophobies au quotidien aussi. Ça pourrait être super intéressant d'avoir un vlog d'une personne hémétophobe. Voilà. Je te fais des gros bisous. Bye.